Nous allons voir la rééducation fonctionnelle et orthopédique dans la prise en charge des hémiplégiques. En fait, c'est vieux comme le monde, et pourtant, il semble que la rééducation basée sur la preuve montre qu'il s'agisse d'une chose absolument indispensable et peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire en rééducation pour ces patients. Gros avantage, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'apprendre à marcher en marchant, à s'habiller en s'habillant et à faire une activité quelle qu'elle soit, ludique ou professionnelle ou sportive ou même artistique, en pratiquant cette activité. Par exemple, si vous désirez pratiquer la pétanque, il faut apprendre la pétanque et pas autre chose. Grâce à la médecine basée sur la preuve, on a redécouvert la rééducation fonctionnelle. On a pu prouver que c'était absolument incontournable. On va commencer par une recommandation de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors voilà ce qu'écrit la HAS. La rééducation fonctionnelle de la marche est recommandée dès que possible et doit être poursuivie tout au long de l'évolution de l'AVC pour améliorer l'indépendance dans les déplacements. Il s'agit d'une recommandation de grade B. Donc on est sorti de l'époque où on avait peur de faire des efforts, quel que soit l'effort, à des patients qui avaient un accident vasculaire cérébral parce qu'on pensait que ça allait empêcher toute récupération et exacerber la spasticité. En fait, il ne faut pas croire que c'est totalement faux. La marche augmente bien le tonus en extension, donc la spasticité en extension, mais les avantages de la marche dépassent de loin les inconvénients. Premier avantage, ça lutte contre le déconditionnement à l'effort aérobie, et ça c'est vital. Deuxième avantage, on peut prendre des contre-mesures pour endiguer cette spasticité et faire en sorte qu'elle ne soit pas trop toxique pour le patient. Et puis troisième avantage, c'est ça ou rien. Donc c'est irréaliste de vouloir corriger en permanence la marche du patient et de nier l'auto-organisation des mouvements. Bien au contraire, il faut l'utiliser et le fait de marcher beaucoup finit par améliorer la qualité gestuelle. La quantité de marche améliore la qualité par auto-organisation des mouvements. C'est pas la qualité que voudraient les bobates, des choses qui se voient, c'est des choses qui ne se voient pas. Il y a une diminution du coût énergétique, donc des efforts que le sujet fait, donc de la spasticité. C'est déjà une première diminution de la spasticité. Mais il y a aussi amélioration des paramètres spatiaux et temporels du mouvement, qui fait que le sujet exploite de mieux en mieux ses possibilités. Et il y a également une diminution de la demande attentionnelle, qui fait que la performance s'automatise. Alors je vous ai dit que c'est pas totalement faux de croire que les efforts, en particulier la marche, augmentent la spasticité. On se sert d'ailleurs de cette propriété pour augmenter le tonus des patients qui ont plutôt tendance à avoir des influx flexogènes, c'est-à-dire qu'ils ont tendance au bout d'un certain temps à ne plus être supportés par leurs membres hémiplégiques. Donc ils ont tendance à s'écrouler en quelque sorte quand ils s'appuient sur le membre hémiplégique. En marchant beaucoup, eh bien, le tonus augmente et on lutte en quelque sorte contre ce déficit. Ce sont surtout des patients qui sont en début de progression, quelques jours après l'accident vasculaire cérébral, ou qui ont une épine irritative, un œdème par exemple. Voir la vidéo intitulée « Syndrome pyramidal : quand faciliter l'extension des membres inférieurs ?» pour mieux comprendre le cas de ces patients qui ont besoin de renforcer le tonus en extension. C'est pas totalement faux de croire que l'effort augmente la spasticité, mais c'est pas non plus totalement vrai. En fait, l'effort n'augmente pas le mécanisme de la spasticité. Il augmente simplement sa manifestation, son expression. Le mécanisme de la spasticité, c'est la pathologie du patient.
Vous mettez le patient au repos, bien sûr, on ne verra pas ce mécanisme se mettre en route, mais aussitôt qu'il va refaire un effort, et on est bien obligé dans la vie de faire des efforts, eh bien ce mécanisme va se réveiller. Donc il vaut mieux apprendre à le dompter grâce à l'entraînement, grâce à l'auto-organisation des mouvements, plutôt que de vouloir mettre le patient au repos, dans son fauteuil, et de croire qu'on va guérir comme ça le patient de sa spasticité. C'est pas vrai. La spasticité, elle est toujours là. Simplement, on a masqué sa manifestation. Pour maîtriser cette spasticité, il y a aussi l'appareillage, par exemple le releveur, pour un pied qui serait en varus équin, et qui permet de marcher avec un coût énergétique bien diminué. D'ailleurs, quand le patient se tient, quand le patient marche avec une canne, la spasticité diminue considérablement, il a moins peur, il se contracte moins, et donc c'est mieux pour un sujet qui est spastique de marcher avec une canne. Le fait de marcher sans canne, comme le voulait Bobat, c'est bien, parce que sur le plan esthétique, il ressemble à un sujet sain, c'était le rêve, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut diminuer la spasticité, donc il faut qu'il se tienne ou qu'il ait une canne, de manière à ce que cette spasticité diminue au cours de la marche. Bien sûr, les sujets jeunes ou qui ont très bien récupéré n'utilisent pas de canne, ils n'en ont pas besoin. Alors ça se fait tout seul naturellement. Il y a une période où ces patients, même s'ils ont eu besoin d'une canne dans une période antérieure de leur récupération, n'ont plus besoin de cette canne, donc ils la gardent dans la main et ils ne l'utilisent pas comme une canne. Alors c'est plus la peine, on peut la supprimer. C'est le cas de ce patient qu'on voit sur la photo. Il y a des médicaments qui permettent de diminuer la spasticité, et puis il y a les injections de toxines botuliniques. En dernier recours, et pour les rares patients qui ont une santé suffisante pour pouvoir le supporter, il y a l'intervention du professeur André Bardot, qui permet d'arthrodéser le pied et en même temps de faire un geste au niveau des orteils, parce que si on met le pied à angle droit, si on redresse le pied, les orteils se mettent automatiquement en griffe. Donc il est important de faire un geste aussi au niveau des orteils pour éviter cette griffe. À l'époque, les gens qui défendaient la rééducation fonctionnelle, dont je faisais partie, n'étaient pas pris au sérieux. Heureusement, cette rééducation fonctionnelle nous est revenue de l'étranger. C'est toujours comme ça en France. Il faut que ça vienne de l'extérieur. La rééducation tâche orientée a enfin prouvé l'utilité de la rééducation fonctionnelle. Mais la meilleure nouvelle, c'est probablement les contrats d'autorééducation guidés pour hémiparésie chronique du professeur Jean-Michel Graciès. Avec une équipe impressionnante de grands professeurs français, la neurologie en France revient au premier plan avec quelque chose d'efficace et d'innovant. Le problème de ce protocole, c'est qu'il est difficile à télécharger. Ça manque un peu de transparence, en particulier pour les patients. On se souvient de cette étude de Meyer et collaborateurs qui a été couronnée par la Cochrane Librairie. Je traduis. Résultat fonctionnel et moteur, 5 ans après l'accident vasculaire cérébral, est équivalent au résultat à 2 mois. Il s'agit d'une étude réalisée dans plusieurs pays d'Europe, une étude multicentrique. Cette étude montre que si le patient ne s'entraîne pas quand il sort du centre de rééducation, même si son séjour a duré 6 mois, eh bien ses résultats au bout de 5 ans retombent à ce qu'il faisait au bout de 2 mois, c'est-à-dire qu'on a perdu. Et ce, malgré des séances de rééducation que ces patients ont eues en kinésithérapie libérale. Pour éviter cette perte, l'idée de Jean-Michel Graciès, c'est de faire un contrat d'auto-rééducation guidée. Le malade doit s'entraîner tout seul, chez lui, quotidiennement, régulièrement et sérieusement. Le rôle du rééducateur dans ce contexte, c'est premièrement de choisir les exercices les plus adaptés au cas particulier du patient. Deuxièmement, vérifier que le patient a bien compris chaque exercice et les exécute correctement.
Troisièmement, s'assurer que la cotation de chaque exercice a bien été comprise. Cette cotation doit être notée quotidiennement dans le registre du patient. Par exemple, le nombre de répétitions d'un exercice. Quatrièmement, le rééducateur doit regarder le registre à chaque séance de rééducation. Ça valorise le travail que le patient fait chez lui. Il est généralement fier de montrer tout ce qu'il a fait. Encore faut-il le regarder. Cinquièmement, le rééducateur organise la progression. C'est lui le chef d'orchestre. Il doit dire si un exercice est trop facile maintenant et qu'il faut faire une progression. Et quelle est cette progression? Alors il y a une règle qui est souvent vérifiée, c'est que plus il y a d'exercices à faire quotidiennement par le patient, et moins il va en faire, moins il va observer la consigne. On dit que moins l'observance sera bonne. Donc il faut un petit nombre d'exercices bien choisis, sur lesquels on va insister et que le patient doit noter dans son registre, ce qui est la preuve qu'il les a bien faits. Un signe que cette idée d'autorééducation guidée est excellente, c'est qu'il y a d'autres équipes qui ont fait quasiment la même chose. Par exemple, l'équipe de l'hôpital Raymond Poincaré-Garches, qui a publié ce livret d'autorééducation pour personnes hémiplégiques. L'intérêt, c'est que ce livret, d'une part, il est très bien fait, et d'autre part, il est disponible gratuitement sur Internet. Je vous incite à aller le chercher, donc j'ai mis la référence là, et à le télécharger. On y trouve trois types d'exercices. Premièrement, des auto-étirements. Deuxièmement, des exercices de renforcement musculaire. Et troisièmement, des exercices fonctionnels. Pour les exercices d'auto-étirement, il faut savoir étirer tous les muscles polyarticulaires spastiques qui risquent de se rétracter, qui risquent de gêner le mouvement. À la page 13 du livret, on voit un exercice qui est identique à celui qu'on voit sur cette image, l'élévation des membres supérieurs au-delà de 90 degrés. L'avantage dans le livret, c'est que c'est vraiment présenté aux patients avec des termes qui ont été choisis par l'équipe de Garches qui conviennent tout à fait aux patients. C'est un gros avantage. Si on choisit cet exercice pour un patient, il suffit de photocopier la page du livret et de la donner au patient. Alors bien sûr, ils n'ont pas pu tout mettre dans ce livret. Donc, cette vidéo que vous voyez qui s'appelle Hémiplégie et méthode de Bobat vidéo 1, ce qui est utile aux patients, peut vous aider à trouver d'autres exercices si besoin. Par exemple, cet exercice qui permet l'étirement simultané des fléchisseurs du poignet et des doigts. Je ne connais pas de meilleur exercice pour réaliser cet étirement. Pour les exercices de renforcement, il faut savoir renforcer les muscles antagonistes des muscles les plus spastiques et les plus forts. Par exemple, si vous avez de la spasticité qui prédomine sur la triple extension, et notamment sur le triceps sural, mais il faut savoir renforcer la triple flexion. Dans ces exercices, vous ne serez pas étonné de retrouver des exercices qui ont déjà été préconisés par Miss Brunstrom. Si vous avez vu la vidéo méthode de Brunstrom pour rééduquer le membre inférieur hémiplégique, vous verrez par exemple cet exercice. C'est un exercice qu'on retrouve page 43 dans le livret de Garches. Les exercices de Brunstrom que le patient peut faire lui-même sans aucune facilitation sont des exercices de renforcement qui peuvent être mis dans cette rubrique. L'avantage du livret de Garches, c'est que c'est extrêmement bien présenté pour le patient. Il y a tout. Comment le coter, comment le réaliser, c'est très bien décrit. Il faut vraiment voir ce livret, il faut le télécharger. Ils n'ont pas pu tout mettre dans ce livret, mais c'est quand même extrêmement bien fait et on peut s'en inspirer quand on veut donner des exercices aux patients.
Pour les exercices fonctionnels, dans le livret de Garches, il y a vraiment l'essentiel, et c'est très bien présenté. Mais comme pour les autres exercices, il n'y a pas tout. Par exemple, pour la descente des escaliers, il n'y a pas les facilitations que nous a appris André Albert, et que vous retrouverez dans cette vidéo. Et elle s'appelle hémiplégie de point facilitation de la descente des escaliers. Pour bien fixer les idées, nous allons voir en pratique le protocole d'autorééducation de quelques patients. Alors d'abord le cas de cette patiente qui avait fait un accident vasculaire cérébral il y a 6 ans. Je résume son cas, mais vous pouvez voir cette vidéo qui est affichée pour avoir l'intégralité. Cette patiente avait des séances de kinésithérapie régulièrement pendant 6 ans, mais en dehors des heures où le kinésithérapeute était présent, elle ne marchait pas, elle ne faisait aucun exercice. Elle restait dans son fauteuil à s'occuper de ses activités de la vie quotidienne, mais pas à marcher, ni à faire d'exercices spécifiques. Pour qu'elle ne perde pas totalement le bénéfice de ce qu'elle venait d'acquérir en centre de rééducation, des exercices qu'on lui faisait faire, on a eu l'idée de lui donner des exercices à faire à la maison, en dehors des séances de kinésithérapie. Ça ressemble étrangement au contrat d'autorééducation guidée de Jean-Michel Graciès, ça ressemble aussi au livret de Garches. D'ailleurs, elle aurait pu faire un certain nombre d'exercices que l'on voit dans ce livret. Premier exercice de ce protocole, le transport d'objets chronométré. On voit la montre devant elle, elle doit mettre tous ces objets dans une boîte, quotidiennement, tous les jours, et noter ce résultat. Test de vitesse et de précision en même temps. Il faut qu'elle rentre tous les objets dans la boîte, y compris le ruban. Lors des séances de kinésithérapie, elle marchait avec son kiné et avec une canne, mais en dehors de cette période-là, elle restait dans son fauteuil. Elle était donc tout à fait déconditionnée à l'effort aérobie. Pour remédier à cela, on a trouvé cet exercice qui consiste à marcher en avant et en arrière, sans faire de demi-tour, avec une rampe. Justement, elle avait une rampe sur son balcon, donc c'est un exercice qu'elle peut faire chez elle, en toute sécurité, parce qu'avec la rampe, il n'y a pas de risque de chute. Elle ne tombe jamais. On l'a toujours laissée toute seule pour faire cet exercice. Elle s'est entraînée progressivement. Elle a réussi à faire une demi-heure de marche avant et marche arrière, non-stop. Donc la consigne, c'était faites-le tous les jours. Il ne faut pas qu'elle aille trop doucement, auquel cas on ne lutte plus contre le déconditionnement à l'effort aérobie, ce qui est le but de la manœuvre. Voilà, c'est parti pour une demi-heure. Troisième exercice, exercice d'assouplissement, d'étirement. Assouplissement des adducteurs, elle en avait besoin, au niveau des hanches, mais aussi les adducteurs au niveau de l'épaule et du membre supérieur. Elle pouvait s'installer seule et réaliser cet exercice en autonomie, à faire tous les jours pendant 2 minutes. La marche avec une canne ne faisait pas partie de son programme d'auto-rééducation. C'était beaucoup trop dangereux, il fallait une surveillance constante car le risque de chute était toujours présent. En fait, il y a 2 sortes d'exercices pour cette patiente. Ce qu'elle peut faire et qu'elle doit faire chez elle toute seule, et ce qu'elle fait lorsqu'il y a un kinésithérapeute. La marche avec une canne et les escaliers font partie de la 2e catégorie. Elle peut les faire lorsqu'il y a un kinésithérapeute. En effet, le risque de chute est toujours présent lorsqu'elle marche avec une canne ou lorsqu'elle monte et descend les escaliers, donc il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour surveiller et pour intervenir s'il y a un problème. Elle sait faire
partie. Donc voilà comment elle le fait, parce que sinon elle s'écroule. Hein. Elle n'arrive pas à le faire autrement que comme ça. Bien mettre les freins. Sauver. En centre de rééducation, on peut multiplier les exercices. Par exemple, ici, essayer de renforcer les influx en flexion. On sait que cette patiente, elle a majoritairement des influx en extension, des influx extensogènes, et elle a une triple extension très très forte. Donc, c'est logique de lui proposer des exercices de renforcer la flexion. Mais quand elle est seule chez elle, il faut savoir qu'elle va oublier si on lui donne trop d'exercices. Donc il faut se recentrer sur l'essentiel. Avant tout, les deux exercices actifs qu'elle doit faire, la marche et puis les exercices de transport d'objets, et puis un ou deux exercices pour le membre supérieur d'assouplissement, un ou deux exercices d'assouplissement pour le membre inférieur, et c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas surcharger, sinon c'est presque sûr qu'elle ne le fera pas. Question. Que ce soit en centre de rééducation ou lorsque la patiente se retrouvera seule chez elle, elle doit prendre l'habitude d'enregistrer quotidiennement sur une fiche les deux performances chronométrées que nous venons de voir. Peut-elle utiliser pour ce faire le protocole ProRé 4 actes? Noter les performances sur un registre comme le fait Jean-Michel Graciès permet d'être certain que le travail sera effectué. Ça fait des années qu'on le note sur ce qu'on appelle le protocole ProRé 4 actes. Alors, vous pouvez télécharger simplement le PDF et vous l'imprimez, vous le donnez au patient. C'est une feuille où il y a des dates et où il y a un emplacement pour pouvoir noter jusqu'à 4 exercices. Vous pouvez aussi aller sur le blog et prendre la version XL. À ce moment-là, chaque fois qu'on enregistre une performance, eh bien, ça permet d'alimenter un graphique qui va se développer au fur et à mesure que la progression avance. Il y a des patients qui sont très forts en informatique et qui sont capables d'utiliser un document Excel. J'ai eu même un patient qui était ingénieur informaticien. Il y en a d'autres, par contre, s'ils utilisent la feuille de papier, s'il la faut remplir par quelqu'un ou s'ils la remplissent eux-mêmes, on est déjà très content. Le protocole ProRé 4 actes, c'est pour les exercices qu'il faut chronométrer. Pour les exercices où il faut noter le nombre de répétitions, il y a un protocole qui s'appelle tout simplement protocole répétition et que vous pouvez également télécharger gratuitement et sans inscription. Donc je vais laisser au-dessous de cette vidéo le lien vers ces deux protocoles. À noter qu'on peut noter ça à l'ancienne dans un simple cahier d'écolier. Y aura-t-il dans l'avenir un moyen encore plus simple et plus efficace de noter ses performances? Un moyen qui serait connecté avec le kinésithérapeute et le médecin en permanence? Probablement. Par exemple, une application pour smartphone. Ce qui ne changera jamais, c'est qu'il faut effectuer les exercices régulièrement. C'est de l'hygiène, c'est comme se brosser les dents, il faut le faire tous les jours. Si on arrête au bout de 15 jours, eh bien les performances vont diminuer. Au bout de 3 mois, pour reprendre, il faut reprendre au début. Donc il ne faut pas arrêter. C'est ce qui a été démontré pour toutes les pathologies chroniques par l'étude d'Emmanuel Robinet. Plasticité cérébrale induite par la rééducation dans la sclérose en plaques, étude longitudinale en IRM fonctionnelle et structurale. C'était une étude multicentrique, plusieurs centres de rééducation avaient participé. Il y a eu un IRM pour les patients juste avant l'entrée en centre de rééducation, puis juste à la sortie au bout d'1 mois de séjour en centre de rééducation,
Et 3 mois plus tard, alors qu'ils ont été lâchés dans la nature, certains ont eu des séances de rééducation. Eh bien, c'est très étonnant. L'étude en IRM structurale permet de voir les neurones pousser sous l'action de la rééducation. Effectivement, au bout d'un mois, des neurones ont poussé. Mais au bout de 3 mois, tout a disparu. Parce qu'il n'y avait plus d'entraînement intensif. L'IRM fonctionnel permet de voir les connexions. Effectivement, au bout d'un mois, il y a eu de nouvelles connexions qui se sont établies dans le cerveau de ces patients. Au bout de 3 mois, tout a disparu. Vous voyez donc que si on n'entretient pas de manière régulière ce que l'on vient d'acquérir, eh bien, on va tout perdre. C'est vrai d'ailleurs pour le sujet sain. Dans le karaté, il y a une formule qui a été donnée par Maître Funakoshi et qui va un peu dans ce sens. Le karaté est comme l'eau bouillante. Si on ne le maintient pas à haute température, il se refroidit. Un autre patient qui a un problème complètement différent, il est beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus autonome, il peut marcher. Son problème, voilà, c'est au niveau du pied, il y a de la spasticité un petit peu au niveau du triceps, et il y a un déficit des releveurs du pied, et un déficit en fait de toute la triple flexion. On le voit marcher ici avec un poids sangle, avec ce poids de 3 kg, et bien on voit que sa marche est complètement modifiée. Le pied remonte un peu mieux parce qu'il est obligé à chaque phase oscillante de la marche de recruter la triple flexion. Donc, il recrute un peu mieux la flexion dorsale. Ça lutte contre les influx extensogènes en extension que déclenche la plupart du temps la marche. Donc voilà une manière assez simple de faire à la fois le renforcement musculaire, parce que ça renforce la triple flexion, et à la fois la correction de la marche. Donc c'est un exercice fonctionnel qui fait partie de ce qu'il doit faire tous les jours, la marche avec un poids. On voit qu'il avait une canne et qu'il ne l'utilise plus, donc on lui a supprimé, bien entendu. Un autre exercice important pour ce patient, la montée et la descente des escaliers. Comme disait Albert, qui peut le plus, peut le moins. Celui qui arrive à monter et descendre les escaliers, eh bien ça améliore indirectement la marche. Vous voyez que les dernières marches, on l'a fait sans se tenir. C'est pas un hasard, parce qu'il n'y a plus de risque à ce moment-là. Par contre, pour la descente, là, il faut qu'il se tienne. Vous allez voir, c'est un peu château-branlant. Il utilise ce qu'on appelle le deuxième attracteur, c'est-à-dire la légère flexion du genou, où le membre inférieur n'a pas besoin de se déverrouiller. Il y a deux positions stables quand il s'appuie sur son membre inférieur. Une position en hyperextension, en recurvatum, qui n'est pas tellement bonne pour son genou, et une position en légère flexion à 30 degrés de flexion environ, comme on le voit ici. Entre les deux, une zone d'instabilité que le patient ne peut pas utiliser. Il y a une deuxième astuce qui vous est montrée par la flèche. Au lieu de poser son pied sur toute la marche, il le pose au bord de la marche avec les orteils qui sortent. Et ça lui donne un axe à cet endroit-là qui lui permet de descendre beaucoup plus facilement autour de cet axe. Ce qui est intéressant chez ce patient, c'est qu'il le fait dans la foulée sans s'arrêter. Il l'a intégré à sa descente des escaliers. C'est un exercice d'équilibre et de coordination impressionnant. Alors les escaliers, c'est un exercice qu'il peut faire chez lui. Il a des escaliers chez lui. Et donc il est arrivé à faire 100 marches avec un poids sangle de 3 kg. À chaque phase oscillante, il renforce la triple flexion. C'est particulièrement vrai lors de la montée des escaliers qui est plus bénéfique que la descente. C'est en même temps un exercice fonctionnel et un exercice de renforcement de la triple flexion, et en particulier de la flexion dorsale. Ça lutte contre les influx en extension, extensogènes comme on dit, qui sont prédominants chez ce patient. Si vous avez vu la vidéo intitulée Hémiplégie et méthode de Bobat, vidéo 1,
ce qui est utile au patient. Vous avez peut-être reconnu cette position qui est très utilisée dans les hémiplégies. Ça me paraît important de se rappeler ce qui a été dit pour ce patient dans cette vidéo. La position accroupie, ça permet en particulier la mobilisation en flexion dorsale, comme on le voit, de la cheville, et en même temps l'extension des orteils, parce qu'on décolle un petit peu le talon en se penchant en avant, et donc ça permet une extension des orteils qui lutte contre la griffe, la tendance à la griffe des orteils qui est si fréquente chez ces patients. Le même patient, en position debout, en position de fente, avec le pied hémiplégique en arrière, pour étirer le triceps dans sa totalité, en particulier les gastrocnémiens qui sont très spastiques, donc les jumeaux comme on disait autrefois, biarticulaires. Cet exercice fait partie de son éducation du patient et il doit le faire à très long terme, à vie, tous les jours, 2 minutes chez lui. L'utilisation actuelle de ces positions se fait vers plus d'autonomie et plus d'éducation des patients. On va voir qu'on revient à ce qui se faisait depuis des millénaires dans le yoga. Ce n'est pas efficace d'hyper-corriger le patient lorsqu'il est en rééducation comme on le fait dans le Bobat, et les jours où il ne va pas en rééducation, eh bien qu'il fasse rien du tout. Il est préférable que le patient fasse un peu moins bien, mais tout seul, toutes ces positions, et ça va s'améliorer en pratiquant quotidiennement. Tous les jours, il faut en faire. Le rééducateur organise la progression. Il faut que ça dure de plus en plus longtemps. La quantité de pratique va améliorer la qualité par auto-organisation des mouvements. Il corrige progressivement les imperfections de chaque position. C'est un sujet jeune et volontaire. En plus des escaliers, en plus de la marche avec les poids et des 2 postures, il faisait également d'autres postures. Il était capable de tout retenir et de faire tout lui-même, s'installer lui-même, sans que j'ai besoin de lui rappeler ce qu'il fallait faire. Voilà ici une position reptilienne, avec également étirement des orteils. On le faisait de manière bilatérale, systématiquement, pour étirer tout le corps. Dans chacune de ces 2 positions, on a l'étirement du côté portant et le raccourcissement du côté opposé, du côté non portant. La position du lapin dissocié, qui permet d'avoir l'extension de hanche d'un côté et la flexion de hanche du côté opposé, en même temps que l'ouverture simultanée du poignet et des doigts, l'extension simultanée du poignet et des doigts. Là aussi, on le faisait en bilatéral à chaque fois que cela est possible. Il faut faire les positions asymétriques en bilatéral. 2 minutes par position. Il s'installait vraiment tout seul. Il arrivait même à tourner le membre supérieur en rotation externe, supination. Donc, tout seul. La position dite assiplage ou encore appelée petite sirène de Copenhague permet les rotations des hanches. Rotation externe, rotation latérale pour la hanche du côté portant, rotation médiale pour la hanche du côté non portant. En même temps, il y a un allongement du côté portant, en particulier au niveau du rachis, un travail d'équilibre et des abdominaux. Même chose de l'autre côté. Ce qui limitait la position de ce côté-là, c'était son maximum de rotation médiale, de rotation interne, du côté de la hanche hémiplégique. Mais c'était bien de le posturer, on restait quand même au maximum pendant les 2 minutes. Dernier exercice pour ce patient, tenir un bâton qui était coincé dans le creux poplité. Donc il fallait qu'il fasse une triple flexion dans l'amplitude maximale, en essayant de bien relever le pied et de le mettre si possible en éversion, le plus possible. Ça permettait de lutter contre les influx extensogènes en extension qui étaient prédominants au niveau de son membre inférieur et de faciliter les influx flexogènes qui étaient un peu déficitaires chez ce patient. Et dans le même temps, de renforcer les muscles releveurs et éverseurs du pied. Pour simplifier, il était arrivé à faire tous les exercices pendant 2 minutes
Il n'y a que la marche et les escaliers, où le total des deux, marche et escalier, devait faire une demi-heure par jour minimum, comme cela est recommandé par la Fédération française de cardiologie pour lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie. Alors voilà les 2 pages qu'on lui a données, avec les photos de tous les exercices qu'il connaissait par cœur et qu'il savait faire d'ailleurs sans jamais se tromper et sans qu'on lui rappelle ce qu'il fallait faire. Ce document permet quand même d'insister sur l'intérêt de ces exercices et d'augmenter la motivation. En conclusion, plus vous aurez de connaissances et mieux vous pourrez personnaliser les exercices que vous donnerez à vos patients. Personnellement, j'aime bien avoir le maximum d'efficacité dans le minimum de temps. C'est pour ça que j'évite tant que possible les exercices analytiques. Je préfère les exercices globaux, comme la montée des escaliers avec un poids sangle, qui permet du côté de l'appui de renforcer les muscles antigravitaires et du côté oscillant de renforcer les muscles fléchisseurs. En ce qui concerne les assouplissements, on peut le faire analytiquement muscle par muscle, mais je préfère le faire globalement comme on le fait en yoga. Dans ces positions, bien sûr, on étire un certain nombre de muscles, mais également on positionne l'ensemble du corps par rapport à cet étirement. Et il y a un certain travail d'équilibre. Donc c'est pas étonnant que ça a été utilisé par Le Métayer, Bobat et par bien d'autres.